Donc, avant de commencer le programme de cette séance, j'aimerais bien faire un petit tour de ce que nous allons faire cette année. Certainement que vous avez déjà commencé à visiter la plateforme. Ce que j'ai constaté en fait que il n'y a pas assez de présence sur la plateforme. Donc là, on en parlera par la suite. Mais ce que vous allez voir là, au niveau de la plateforme, certainement qu'au niveau de la séance de démarrage, on vous a présenté quelques fonctionnalités de la plateforme, mais ici, je vais simplement attirer votre attention sur un certain nombre de points. La première chose, c'est ce que vous voyez ici, le forum des nouvelles. C'est un forum qui est réservé simplement à des messages qui sont diffusés par vos enseignants, c'est-à-dire des informations qui concernent le démarrage du cours ou bien un DS ou bien un exercice à déposer ou quelque chose comme ça. Vous avez par la suite ici, vous avez un planning. Donc ce planning-là décrit ce que nous allons faire tout au long de l'année, principalement au niveau de diapo numéro 2. Ça, c'est le plan de votre cours. Donc nous allons avoir donc un premier chapitre qui est le marché. On a déjà commencé au niveau de ce chapitre-là. Et par la suite, nous allons avoir un deuxième chapitre, le comportement du consommateur. Ces deux chapitres auront une seule série, donc de TD, que vous devez la rendre avant le 1er novembre 2020. Donc cette série-là comportera deux chapitres. Puis vous avez le troisième chapitre, qui est un chapitre assez lent, qui parle de l'équilibre du consommateur. Au niveau de ce chapitre, vous allez avoir une deuxième série que vous devez la déposer fin novembre. Le premier DS sera fixé dans la semaine du 16. Un quatrième chapitre aura lieu entre le 30 novembre et le 13 décembre, avec une quatrième série, une troisième série plutôt, et un dernier chapitre avec une dernière série, et on achèvera, Inch'Allah, si tout va bien, le 3, donc le 3 janvier 2021, avec un DS qui aura lieu le 14-12-2020. La composition du cours, le cours est composé de quoi? Il est composé de supports de cours en PDF et HTML. Vous allez découvrir à chaque fois, au fur et en mesure de l'avancement du cours, un certain nombre d'informations qui vont être affichées. Il y a aussi des vidéos, je vais parler par la suite des vidéos, des séries de TD qui sont au nombre de 3, qui sont notés. Donc, tous les travaux que vous allez rendre sont des travaux notés. Il y a aussi des exercices corrigés. Vous allez dès demain avoir un premier exercice corrigé sur la plateforme qui traite de la première partie du cours, c'est-à-dire le marché. Et au fur et à mesure, au niveau des différents chapitres, vous allez avoir évidemment des exercices corrigés. Un seul outil de communication que nous allons utiliser, c'est le forum. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez jamais à les poser au niveau des forums. Les questions qui sont envoyées directement à un tuteur ne seront pas facilement traitées ou bien ne seront pas carrément traitées parce que il vaut mieux les déposer sur un forum pour que tout le monde ait une réponse ou bien une explication par rapport à une question quelconque. Pour les séances de visioconférence, elles sont déjà planifiées. Vous avez certainement eu l'occasion de les visualiser au niveau de notre calendrier. On a commencé aujourd'hui par la première séance et on aura encore 3 autres séances. Mais en cas de besoin, nous pouvons programmer d'autres séances en fonction des besoins. L'outil de communication, comme je vous ai dit, c'est un seul outil de communication qui est le forum. Et pour tout ce qui est évaluation, sachez que vous allez avoir un examen final à la fin du semestre. Donc ça va être 70% de la note. Il y aura aussi 2 DS sous forme de QCM et des séries de TD qui auront une note qui est égale à la moyenne des notes des différentes séries. C'est-à-dire vous allez avoir 3 séries, on fera la somme des notes et on divise sur 3 pour avoir la note des TD. Voilà, donc ça c'est pour cette présentation. Je passerai maintenant à découvrir un petit peu
ce que nous allons faire au niveau de la partie marché. Mais avant tout, j'aimerais bien, voilà, donc là, vous pouvez voir la chaîne YouTube donc, qui est réservée à cette formation ou bien ce cours. Donc là, vous allez trouver tous les cours ou bien toutes les vidéos qui ont été déjà créées les années antérieures. Mais au fur et à mesure de l'avancement de cours, vous allez trouver à chaque fois des nouveaux vidéos. Donc, n'hésitez jamais à consulter cette chaîne parce que ça va donner en quelque sorte plus d'explications par rapport au cours. Avant de commencer la présentation du premier chapitre, le marché, j'aimerais bien, si vous avez des questions, pour venir les poser en quelque sorte du côté organisation du travail et tout, avant de commencer la présentation. Donc, est-ce que vous avez des questions déjà? Non, non, monsieur. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui, on peut Bien. commencer. Bien. Donc, je vais commencer la présentation. Donc, la présentation, elle est la suivante. Voilà, donc vous recevez certainement la présentation maintenant. Vous voyez avec moi la présentation? Oui, Oui monsieur. ou non? Bien, parfait. Donc, ce premier chapitre traite du marché. J'ai essayé en quelque sorte de donner une représentation, bien un petit schéma qui décrit en quelque sorte qu'est-ce que le marché. Comme vous voyez au niveau de cette diapo, un marché, en fait, c'est le fait de rencontrer ou bien d'avoir une rencontre entre la demande et l'offre. Donc, c'est le point d'intersection ou bien c'est le point de chevauchement entre deux phénomènes, le phénomène d'offre et le phénomène de demande. Qu'appelle-t-on offre? L'offre, c'est le fait, par exemple, de vendre quelque chose, c'est le fait de produire et d'exposer un bien sur le marché. La demande, c'est le fait d'aller vers un marché et acheter quelque chose ou bien demander un bien auprès d'un producteur. Au niveau de ce chapitre, on parle initialement de la théorie de la demande. Donc, qu'est-ce que la demande? On commence par parler de la demande individuelle, on va la définir, les déterminants de la demande, et puis nous allons dégager une loi qui va être la loi de la demande d'une façon générale. On arrive par la suite à déterminer la demande globale, qui est la somme en fait des demandes individuelles. Pour la théorie de l'offre, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose, mais cette fois-ci du côté du producteur. Donc, l'offre, on va dire que on commence par l'offre individuelle, c'est-à-dire que produit l'entreprise, qu'est-ce qu'elle produit, qu'est-ce qu'elle va vendre, quelle relation entre la quantité offerte et le prix du marché. Donc, ça, c'est pour, on va définir ça au niveau d'une définition. Et puis, nous allons parler au niveau des déterminants de l'offre. Qu'est-ce qui détermine l'offre? Pour dégager une loi par la suite de l'offre. Et finalement, on clôture par une offre globale. Si on a terminé la demande et l'offre, on passera évidemment pour donner simplement une définition de l'équilibre du marché. Donc ça, c'est le plan qu'on a déjà adopté au niveau du premier chapitre et que je vais essayer de le présenter au niveau de cette présentation rapide. Définition du marché. Il y a quelqu'un qui atterrit, je pense qu'il peut entrer facilement. Voilà. Donc, définition du marché. Qui peut me définir le marché? Est-ce que vous avez une définition à donner au marché? Oui, je vous écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est Oui, un vas-y. lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Seulement, Euh, ça c'est normalement vous devez avancer encore quelque chose euh, en plus de le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Au niveau du cours, comment on a défini le marché?
Oui. Le marché est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande d'un bien ou d'un service. Oui, ça c'est vrai, mais il y a quelque chose qui manque. Il faut dire que c'est aussi le lieu où nous allons avoir une situation d'équilibre. Donc, ce qu'il faut noter pour un marché, le marché, c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande, ça c'est vrai, d'un bien ou d'un service. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'un marché au niveau de la microéconomie, on ne parle pas d'un marché quand on le voit dans la réalité. Il ne s'agit pas d'un marché là où nous allons acheter ou bien procurer n'importe quel type de bien. Un marché est défini par rapport à un seul bien ou bien par rapport à un seul service. Par exemple, on va dire que le marché des voitures, on va dire le marché, par exemple, des pommes de terre. On ne va pas dire le marché municipal qui comporte un certain nombre de biens. Donc, pour chaque bien au niveau de la microéconomie, il y a un marché spécifique à ce bien. Ou bien, évidemment, pour n'importe quel service, il y a un marché qui est spécifique à ce service. Donc, cette rencontre entre l'offre et la demande aboutit à une situation d'équilibre. Donc, qu'est-ce qu'une situation d'équilibre? C'est une situation d'égalité entre la quantité globalement offerte et la quantité globalement demandée. Si on a une situation d'équilibre, nous allons trouver un équilibre qui est égal Q étoile ou bien qui est déterminé par une quantité d'équilibre et un prix d'équilibre. D'où alors cette schématisation très simplifiée qui va nous dire qu'un marché, c'est quoi? Ce sont deux sphères ou bien deux phénomènes ou bien deux événements. Un événement qui est l'offre et un autre qui est la demande. S'ils vont se rencontrer, il y a certainement une situation d'équilibre où tous les demandeurs vont être satisfaits par une quantité offerte par les offreurs sur le marché. S'il y a cette rencontre-là, il y aura certainement un prix d'équilibre qui est déterminé par l'égalité entre l'offre globale et la demande globale. On s'attardera par la suite sur ce phénomène d'équilibre. C'est bon, c'est clair par rapport à la définition? Oui, ça va. Bien. Des questions? Non. Non, c'est pas. Bien. Donc, si on parle d'un marché, généralement, il y a plusieurs structures de marché. Au niveau du cours, j'ai étalé un certain nombre de structures de marché, en particulier la structure de marché de monopole, la structure de marché d'oligopole, ou bien de la concurrence monopolistique, ou bien d'oligopsone, de la situation, par exemple, de monopsone. Ce sont plusieurs structure de marché. Là, vous voyez le tableau certainement au niveau de l'introduction, mais au niveau de cette présentation, je vais aller directement aux hypothèses de la concurrence pure et parfaite. Qu'est-ce que ça veut dire une concurrence pure et parfaite? On la note souvent par CPP. C pour dire concurrence, P pour dire pure et P pour dire parfaite. Donc, la concurrence pure et parfaite, c'est une situation où il y a un marché déjà, donc c'est offre et demande, rencontre entre offre et demande, et que ce marché-là est décrit par un certain nombre d'hypothèses. Ces hypothèses sont au nombre de 5. Ne sont pas 4, ne sont pas 6. Il y a seulement 5 hypothèses. Et pour dire qu'un marché est en concurrence pure et parfaite, il faut que ces 5 hypothèses soient vérifiées. La première hypothèse est l'hypothèse de l'atomicité. Qu'est-ce que ça veut dire atomicité? Comme son nom l'indique, c'est le fait d'avoir un phénomène atomique. Il est petit, il est très simplifié, il est très rudimentaire, il n'est pas grand. Donc, à ce moment-là, si je vais dire un marché, qu'est-ce que ça veut dire? Il est composé d'un très grand nombre d'acheteurs et de vendeurs. L'exemple que je donne souvent est l'exemple du marché du pain en Tunisie. Supposons que le marché du pain est un marché qui n'est pas homologué, c'est-à-dire dont le prix du pain n'est pas fixé par l'État, on va trouver un très grand nombre de consommateurs. N'importe quel Tunisien consomme du pain. Et donc, la taille d'un consommateur par rapport au marché du pain est atomique. Elle est considérée comme étant l'atome par rapport au globe terrestre. Donc, du coup, on ne peut jamais visualiser un consommateur ou bien sentir un consommateur par rapport au marché. De même, de l'autre côté, si je considère les vendeurs du pain,
on va dire qu'il y a un très grand nombre de vendeurs de pain, et donc, du coup, un vendeur est considéré comme étant l'atome par rapport au marché d'une façon générale. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, la conséquence, c'est que la demande de chaque consommateur, d'une part, et l'offre de chaque producteur, d'autre part, n'ont aucune influence ni sur le prix, ni sur le marché, et donc ni sur la quantité totalement échangée. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un, par exemple, le jour J, ne veut pas acheter du pain, le boulanger ne sera pas affecté et le marché ne sera pas affecté. De même, s'il y a une boulangerie qui ne produit pas du pain, par exemple, un certain dimanche, donc du coup, le marché ne sera pas affecté. Donc l'absence d'un consommateur ou bien l'absence d'un producteur n'aura aucun effet sur le marché parce qu'il s'agit d'un marché caractérisé par l'atomicité, où chaque individu n'a pas d'effet sur la totalité du marché. Donc, cette conséquence va nous donner, ou bien cette hypothèse va nous donner une conséquence directe, c'est le fait de dire que les acheteurs et les vendeurs considèrent le prix comme une donnée exogène, sont des preneurs de prix, ou bien on appelle aussi des price takers. Ça veut dire quoi des preneurs de prix? C'est que n'importe qui, ou bien peu importe le vendeur du pain, et peu importe son poids sur le marché, il ne peut jamais changer le prix du pain, parce que c'est un prix qui est dicté par le marché. S'il veut vendre du pain à un prix plus élevé, les gens ne vont plus acheter de chez lui, parce qu'il y aura certainement des concurrents. Et pour les consommateurs qui veulent acheter, par exemple, du pain à un prix plus faible, ils n'auront jamais avoir accès à un vendeur parce que le vendeur fixe déjà le prix par rapport à un marché. Donc ça, c'est l'hypothèse de l'atomicité. Il faut dire que pour que l'atomicité soit vérifiée, il faut avoir un grand nombre de vendeurs et d'acheteurs. Lorsqu'on dit un grand nombre, c'est un nombre qui dépasse, disons, les 20 ou bien les 15 participants ou bien les 15 entreprises. Donc là, c'est au niveau économique, ça, c'est un grand nombre. Et que ces intervenants n'ont jamais un effet sur l'offre et sur la demande. Pour la deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse de l'homogénéité du produit. Un produit homogène est un produit qu'on ne peut pas le distinguer. C'est un produit qui a la même, disons, représentation, qui a le même contenu, qui est à la limite identique. Par exemple, si si je prends plusieurs bouteilles d'eau et je verse des quantités ou bien des verres d'eau, un verre à partir de chaque bouteille, le consommateur ne peut jamais distinguer ou bien ne peut jamais associer une quantité d'eau à une marque bien définie. Donc là, j'ai un produit homogène. Donc cette homogénéité-là est une caractéristique des biens qui sont vendus sur un marché de concurrence pure et parfaite. Cette homogénéité fait qu'aucun agent ne peut imposer son prix. Donc, étant donné que j'ai un grand nombre d'offreurs et un grand nombre de consommateurs et que le produit est homogène, donc le produit je ne peux pas le distinguer. Donc, aucun agent ne peut imposer son prix. Il y aura certainement un seul prix qui va déterminer la décision d'achat. C'est que si j'ai un prix qui se vend à un prix du marché, je l'achète. Sinon, si le prix n'est pas celui du marché, je n'achète pas et je vais chercher chez un autre producteur. La troisième hypothèse, c'est l'hypothèse de la fluidité. En fait, ça veut dire quoi la fluidité? Ça veut dire qu'il s'agit de libre entrée et de sortie sur le marché. N'importe qui peut entrer sur le marché et n'importe qui peut quitter le marché. Les firmes sont libres d'entrer et de sortir. La quatrième hypothèse, c'est la transparence. La transparence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'information est parfaite. Aucune personne ou bien aucun consommateur en Tunisie ne peut se tromper sur le prix du pain. Tout le monde sait que le prix du baguette est égal, par exemple, à X valeur monétaire. Donc là, en fait, c'est quelque chose, c'est une information qui est disponible et que c'est une information aussi gratuite. Donc, on ne change pas ou bien on ne peut pas avoir un paiement d'argent pour avoir l'information. Donc, étant donné que l'information gratuite, elle est parfaite, elle est disponible, donc on peut dire qu'il s'agit
d'une information transparente et accessible à tout le monde. Donc, cette information transparente fait que s'il y a un prix d'équilibre, il ne peut être qu'un prix unique. Ça veut dire quoi, un prix unique? Qui est un prix applicable partout. De Bizerte jusqu'à Sfax, jusqu'à Kef, jusqu'à Jandouba, jusqu'à Mestir, on a toujours le même prix du pain. On a toujours le même prix d'un bien quelconque. Donc, pourquoi? Parce que le marché, il est de concurrence pure et parfaite. C'est un marché qui n'est pas dicté par un monopole. Ce n'est pas quelqu'un qui va imposer un prix donné. On est d'accord? C'est clair pour l'instant? Oui. Oui, monsieur, ça va. Bien, donc la dernière hypothèse, c'est l'hypothèse de la mobilité des facteurs de production. Qu'est-ce que ça veut dire la mobilité des facteurs de production? Étant donné que il s'agit d'un même bien, on le produit avec la même façon. Donc n'importe qui travaille dans une boulangerie, il peut changer facilement d'emplacement. Il peut aller chercher un autre travail dans une autre boulangerie et que le prix de son prix ou bien son salaire sera le même. Donc là, il s'agit d'une mobilité des facteurs de production. Les facteurs de production en microéconomie, c'est le travail et le capital. Une dernière chose à dire au niveau des hypothèses, ça, c'est sous forme de remarque. Pour qu'un marché soit en concurrence pure et parfaite, il faut obligatoirement, et là j'aurais dû souligner obligatoirement, que les 5 hypothèses soient vérifiées. Si une hypothèse n'est pas vérifiée, on ne peut jamais parler d'un marché de concurrence pure et parfaite. Une deuxième remarque, c'est que ce marché-là de concurrence pure et parfaite, en réalité, il n'existe pas. Mais c'est un marché hypothétique. C'est un marché qu'on l'analyse simplement pour comprendre le phénomène, pour essayer par la suite de comparer avec la réalité. Parce que réellement, l'exemple que j'ai donné du pain, en Tunisie, le pain n'est pas en libre marché ou bien n'est pas en libre. Le prix n'est pas libre, c'est un prix qui est homologué, c'est un prix qui est imposé par l'État, et donc du coup, c'est pas réellement un marché de concurrence pure et parfaite. Aucun produit dans le monde ne peut être dans une situation de concurrence pure et parfaite. Mais simplement, cette situation, c'est une situation théorique qu'on l'analyse simplement pour une vocation bien définie et que cette vocation-là nous permet en quelque sorte de comprendre les phénomènes du point de vue théorique simplement pour pouvoir par la suite comparer par rapport aux autres types de marchés, par exemple l'oligopole ou bien le monopole ou bien le monopsone et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour les hypothèses de la concurrence pure et parfaite. On passe maintenant à la demande individuelle. Donc nous allons voir qu'est-ce que la demande individuelle. On va définir la demande, puis les déterminants de la demande, la loi de la demande pour dégager finalement la demande globale. Donc, pour la demande individuelle, qui peut me définir la demande individuelle? Est-ce que vous avez une définition de la demande individuelle? Qu'est-ce qu'une demande individuelle? Qui a une définition pour la demande? Oui, je vous écoute. Allô? Qu'est-ce que la demande individuelle? Oui, vous êtes ici? Qui peut parler de la demande individuelle? Bonjour, monsieur. Oui. Je m'appelle Meher Ben Achour. Oui, mais. Alors, je vais donner une définition plus ou moins qui n'est pas basée sur le cours, mais d'après ce que vous avez dit, la demande individuelle est reliée à une seule personne. Oui. C'est ça, non? Oui, mais c'est vrai qu'elle est liée à une seule personne. Mais qu'est-ce que c'est exactement? La demande d'un produit spécifique du marché qui est offert dans le marché. Oui. Est-ce qu'il y a une autre définition? C'est la différence entre la demande et le besoin. Est-ce qu'on peut dire que la demande est le besoin, est un besoin?
Qu'est-ce qui fait la différence? Les besoins. S'il vous plaît, un son. Éteignez les microphones. Éteignez les microphones. Hein. Donc, oui. Il dépend de son revenu. Oui, mais ce n'est pas la définition. Hein. Donc, seulement, j'ai voulu simplement soulever cette question parce que généralement, on fait une confusion entre la demande et le besoin. Le besoin, c'est un sentiment de manque. C'est un sentiment d'absence, ou bien c'est le fait de sentir l'absence d'un bien. La demande, c'est une manifestation du besoin. Si on a besoin de quelque chose, donc nous allons demander c'est quelque chose. Par exemple, si j'ai faim, donc je demande un bien pour manger. Donc, le fait d'avoir faim, c'est un besoin. Ça, c'est le besoin. Mais le fait d'aller chercher ou bien d'acheter un sandwich, ça, c'est la demande. Donc, par définition, la demande, qu'est-ce que c'est? C'est une relation fonctionnelle. Lorsque je dis relation fonctionnelle, ça veut dire qu'il y a une fonction mathématique qui indique quoi? Qui indique la relation entre la quantité maximale d'un bien qu'un consommateur peut acheter pendant une période de temps donnée pour différentes valeurs de prix possibles. Et toute chose étant égale par ailleurs. En fait, je commence par dire une fonction mathématique. C'est une relation mathématique. Ça veut dire que je vais avoir QD, par exemple, la quantité demandée est égale à une fonction, par exemple, 20 moins 2P. Donc là, c'est une fonction mathématique qui détermine la quantité maximale. Ça veut dire quoi, la quantité maximale? C'est-à-dire pour un prix donné, par exemple 2, on va avoir au maximum, le consommateur, il peut acheter 20 unités. On ne peut pas dire qu'une quantité minimale ou bien la moyenne, c'est la quantité maximale, c'est le maximum que peut acheter un consommateur par rapport à un prix donné. Pendant une période donnée, ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, le consommateur achète à un prix de 2 unités monétaires, achète 20 unités. Demain, avec le même prix, il peut acheter plus ou bien il peut acheter moins. Le terme toute chose étant égal par ailleurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'isole tous les phénomènes et je ne tiens compte que de deux phénomènes seulement. Dans ce cas, les deux phénomènes que je vais isoler, je tiens compte simplement de la quantité et du prix. Du coup, la quantité ou bien la demande, c'est quoi? C'est une quantité qui dépend du prix. C'est la quantité que je vais demander, c'est la quantité de pain que je vais acheter si j'ai, par exemple, le prix du pain qui est égal à 2 millim. Par exemple, un autre exemple, si le prix, par exemple, d'un stylo est égal à 1 dinar, je peux déterminer la quantité de stylos que je vais acheter. Donc là, c'est une fonction, c'est la fonction de demande individuelle. Est-ce que c'est clair par rapport à la fonction de demande individuelle? Cet aspect de relation, est-ce que c'est clair? Oui. Oui, c'est clair. Oui. Bien. Donc, il y a quelqu'un qui a tiré maintenant d'une façon très retardataire. Voilà. Je reviens. Bien. Donc, il faut savoir aussi que cette fonction, ou bien cette relation fonctionnelle, est une fonction à plusieurs variables. Parce que qu'est-ce que ça veut dire une fonction à plusieurs variables? Vous avez vu certainement au bac. Il y a une fonction, par exemple, y égale f de x, c'est une fonction à une seule variable. Mais si y égale à f de x, f de x, y, f de x, z, t, h, et ainsi de suite, là, c'est une fonction à plusieurs variables. Les variables de cette fonction, ou bien de la fonction de demande, c'est le prix du bien en question, c'est le prix du bien que je vais demander, le prix des autres biens, le revenu du consommateur, les goûts des consommateurs, la richesse, les préférences, ça pourrait être le climat, ça pourrait être la religion, ça pourrait être les conditions culturelles, ça pourrait être pas mal de facteurs qui affectent la demande. Donc, la demande, en quelque sorte, dépend de plusieurs variables. Mais nous allons simplifier ces variables et nous allons dire que la quantité demandée, ou bien la fonction de demande, c'est une relation QD. C'est le fait de dire, par exemple, là, je vais
prendre un stylo. Donc là, c'est une fonction, c'est la quantité demandée, c'est QD, c'est la quantité maximale demandée par rapport à un prix seulement. Il s'agit évidemment d'une relation entre quantité achetée par rapport à un prix donné. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fonction de demande individuelle. Je parle maintenant des déterminants de la demande. De quoi va dépendre la demande? La première chose, si je vais acheter du pain, la première décision, ou bien le premier facteur, c'est le prix du pain. Ça, c'est le premier facteur, c'est le prix du bien en question. Si le prix d'un bien X augmente, la quantité demandée de ce bien diminue et inversement. Je prends un autre exemple. Si le prix des voitures diminue, la quantité achetée des voitures augmente. Si le prix ou bien le prix d'une voiture, par exemple, augmente, les gens renoncent à l'achat d'une voiture. Donc là, en fait, c'est une relation entre la quantité, entre le prix et la quantité. Vous voyez qu'il s'agit d'une relation inverse. Si le prix augmente, la quantité diminue. C'est ce qu'on appelle la loi de la demande. Le prix des autres biens. Et là, on classe les biens en plusieurs façons. La première chose, les biens qui sont indépendants. Donc là, pas d'effet évident. Ça veut dire quoi, pas d'effet évident? Si je compare, ou bien je vais essayer d'analyser le prix, par exemple, d'un stylo et la quantité consommée d'avions. Par exemple, si un pays va acheter des avions, la relation n'est pas évidente entre le prix des stylos et les avions. La relation n'est pas évidente entre le prix du pain et les cartables. Donc, il n'y a aucune relation. Donc là, en fait, ce sont deux biens qui sont totalement indépendants. Donc, il n'y a pas de relation entre eux. Il y a aussi ce qu'on appelle deux biens qui sont substituables. Qu'est-ce que ça veut dire deux biens qui sont substituables? Deux biens sont dits substituables si un bien remplace un autre tout en gardant le même niveau de satisfaction. Par exemple, je peux consommer soit du thé ou du café. Je ne consomme pas le thé et le café au même moment. Donc, le thé et le café sont considérés comme étant des biens qui sont substituables. Donc, le consommateur peut remplacer du thé par du café tout en gardant le même niveau de satisfaction. Donc, si le prix du thé augmente, le consommateur renonce à l'achat du thé et remplace ce thé par l'achat du café. Donc, on voit que l'augmentation du prix d'un bien X entraîne une augmentation de la quantité demandée de l'autre bien. Ils n'ont pas le prix, n'ont pas la quantité du bien X. Donc, à la différence du prix du même bien, le prix du bien substitut augmente la quantité demandée de l'autre bien. Donc, ça, c'est pour les biens substituables. Il y a une autre façon, ou bien une autre relation, ce sont les biens dits complémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire de biens sont dits complémentaires? Par exemple, le thé et le sucre, ce sont deux biens qui sont complémentaires. On ne peut pas consommer du thé sans le sucre. Deux biens qui sont dits complémentaires, c'est que ce sont deux biens qui sont associés ensemble pour qu'ils se conjuguent ensemble pour avoir une même satisfaction. Donc, Z et X sont utilisés conjointement afin de satisfaire un besoin. Si le prix d'un bien Z augmente, la demande du bien T diminue et inversement. Je prends l'exemple du thé et du sucre. Si le prix du sucre, par exemple, augmente, les gens renoncent à l'achat du thé. Pourquoi? Parce que s'ils vont acheter ou bien s'ils vont consommer du thé, ils auront besoin ou bien ils doivent obligatoirement utiliser du sucre. Donc là, il s'agit de relation qui est dans le même sens. Le revenu du consommateur, l'augmentation du revenu entraîne une augmentation de la quantité demandée d'un bien donné. C'est le cas d'un bien dit normal. C'est que si le revenu augmente, les gens vont avoir plus de richesse, ils vont aller chercher ou bien ils vont augmenter leurs achats. Donc, c'est une relation évidente. On dit que ce sont des biens, on dit que c'est un bien et normal. Mais ce n'est pas toujours vérifié parce qu'on peut trouver des biens qui sont dits inférieurs. C'est une relation que nous allons voir au niveau du troisième chapitre.
lorsque nous allons parler de demande ou bien de la fonction de demande. Un bien est inférieur lorsque le revenu augmente, la consommation du bien diminue. Il s'agit d'une relation inverse. Je prends l'exemple, par exemple, du charbon. Si quelqu'un qui n'a pas assez de moyens, en hiver, il va utiliser du charbon pour réchauffer la maison. Mais s'il a plus de richesse ou bien plus de revenus, à ce moment-là, il ne va plus consommer du charbon. Donc, sa consommation de charbon diminue. Donc, on dit que le charbon est un bien inférieur. Il y a aussi les goûts des consommateurs, par exemple. C'est un facteur qui est qualitatif. C'est un facteur qui retrace la désirabilité d'un bien d'un bien de consommation bien défini. Par exemple, pour ceux qui ne veulent pas boire ou bien qui n'ont pas de goût pour boire du café, ils ne vont jamais consommer du café parce qu'ils ne veulent pas consommer du café. Ils veulent toujours consommer du thé. Et ceux qui veulent consommer du thé, quel que soit le prix du café, ne vont jamais consommer du café. Ils consomment toujours du thé. Donc, c'est une question de goût. Et là, le goût, c'est quelque chose qui est subjectif. C'est qualitatif. Donc, on ne peut pas le mesurer. On ne peut pas dire que une personne X a un goût qui est égal à 2 unités monétaires ou bien qui est égal à 2 centimètres. Ce n'est pas mesurable. Donc, je parle maintenant de la loi de la demande. Donc, la loi de la demande, en fait, c'est quoi? Je l'ai annoncé déjà. C'est le fait, et là on le sait tous et on le connaît tous, c'est une loi qui régit notre vie, c'est que si le prix d'un bien augmente, la quantité demandée de ce bien diminue. C'est une relation en quelque sorte inverse entre le prix et la quantité. Elle indique que le prix est négativement lié à la quantité demandée. Ceci se traduit par une allure descendante de la fonction de demande. Donc, cette allure, on la représente ici. Donc, vous voyez que ça, c'est notre courbe de demande qui dépend de quoi? Qui dépend qui est la quantité et le prix. Donc, vous voyez que ici, j'ai une relation qui est décroissante, et là, c'est par convention, on fait cette représentation-là par convention. La quantité, les quantités, on les met au niveau de l'axe des X, les prix, on les met au niveau des axes des prix, et là, on peut trouver une relation décroissante. Cette allure décroissante représente ce qu'on appelle la loi de la demande. Donc, la loi de la demande, c'est quoi? C'est une relation descendante, ou bien c'est une relation décroissante du prix par rapport aux quantités. Si le prix augmente, la quantité diminue. Je vais parler maintenant de la demande globale. La demande globale, comme son nom l'indique, c'est la demande générale. C'est la demande du marché. C'est la demande de tous les consommateurs. C'est la somme, en quelque sorte, de tous les consommateurs. Donc, la demande globale, si on a, par exemple, des consommateurs qui vont consommer QDI, par exemple, là, c'est la consommation, bien la demande d'un seul consommateur qui est égale à QDI, et j'ai I consommateurs, dont le nombre varie de 1 jusqu'à N. À ce moment-là, je vais avoir la demande globale qui est égale à quoi? Qui est égale à la somme, on représente la somme par sigma, de I allant de 1 jusqu'à N de QDI. Je prends un exemple. Si j'ai 2 consommateurs, le premier consommateur a une fonction de demande QD1, un deuxième qui a une fonction de demande qui est égale à QD2, la quantité globalement demandée est égale à QD1 plus QD2. Donc ça, c'est la fonction de demande globale. Il y a 2 façons de calculer cette fonction de demande. Pour les fonctions de demande identiques, la fonction de demande identique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que QD1 égale QD2 égale à QDN. Je vais avoir la relation suivante. Donc ça, c'est la fonction théorique d'une façon générale. Mais étant donné que les fonctions de demande individuelles sont identiques, je vais avoir une égalité entre les fonctions de demande, et là, je vais avoir N fois QD1, QD. Donc, N, c'est quoi? C'est le nombre des demandeurs. Par exemple, si j'ai 2 demandeurs qui demandent la même fonction de demande, je vais avoir QD1 plus QD2, ou bien je mets 2 fois QD1, ou bien 2 fois QDI.
À ce moment-là, j'ai la fonction de demande globale. Je vais revenir avec plus d'analyse dans une vidéo que je vais préparer, qui va être déposée, si tout va bien, la semaine prochaine, qui traite de la façon d'un exemple de calcul pour la quantité de demande globale. Si les fonctions de demande individuelles sont différentes, à ce moment-là, le problème se complique. Oui? Il y a une personne qui a envoyé un message, elle dit qu'elle n'a pas compris la dernière chose. Oui, je vous écoute. Oui, le message. Veuillez m'excuser, monsieur, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que vous n'avez compris? Vous n'avez pas compris, Zahra? La partie précédente, laquelle? Là où je traite la fonction de demande, c'est bien ça? Là, lorsque je parle de la fonction de demande, hein? Oui ou non? Elle parle de la formule. Oui, là, pour la formule, je vais préparer une vidéo pour les calculs, pour tout ce qui est calcul, je vais le préparer pour une vidéo avec un exemple où vous allez trouver plus d'explications là-dessus. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Allô? Oui, monsieur. Bien. Je reviens à la présentation. Pour les fonctions de demande qui ne sont pas identiques ou bien qui sont différentes, le problème se complique encore davantage. Je vais avoir une fonction de demande globale qui sera déterminée en fonction du niveau des prix. Et là, on parle de ce qu'on appelle le prix de réservation de chaque consommateur. Qu'est-ce que le prix de réservation? Est un prix le plus élevé possible, en dessous duquel le consommateur commence à consommer. Si le prix est supérieur à ce niveau-là, la consommation est égale à 0. C'est-à-dire, supposons que le prix de réservation est égal à 2. C'est-à-dire, le consommateur ne peut acheter un bien que si son prix est égal à 2. Si le prix est supérieur à 2, il ne peut plus acheter. Si le prix est inférieur à 2, à ce moment-là, il commence à acheter. D'où la formule ou bien la relation suivante. Si je prends notre prix de réservation qui est égal à P0, si le prix de marché est supérieur à P0, la quantité demandée est nulle. C'est-à-dire, si par exemple, personnellement, je ne peux pas acheter une voiture qui dépasse par exemple les 20 000 dinars. Si on me propose une voiture à 40 000 dinars, je ne peux jamais l'acheter. Donc, ma demande est égale à 0. Par contre, si j'ai 20 000 dinars et la voiture ne coûte que, par exemple, 5 000 dinars, à ce moment-là, je peux acheter, la quantité demandée devient positive. Donc ça, c'est le prix de réservation. Je préparerai une vidéo dans ce sens pour vous expliquer les détails des calculs au niveau de la demande globale. Je vais parler maintenant de l'offre globale. L'offre globale, en fait, comme on a fait pour la demande, par analogie, on va faire ça, on va faire la demande, on va faire l'offre individuelle, la définition, les déterminants, la loi de l'offre et l'offre globale. Pour l'offre individuelle, en fait, c'est comme on a fait comme la demande, c'est une relation fonctionnelle. Donc, c'est une relation fonctionnelle où je vais avoir une quantité maximale. Cette quantité maximale qu'un producteur est disposé à offrir pendant une période donnée pour différentes valeurs de prix. C'est-à-dire, si le prix est égal à 2, le consommateur est disposé à donner, par exemple, 5000 unités. Donc ça, c'est une relation fonctionnelle entre la quantité maximale, cette fois-ci, produite ou bien offerte, par rapport à un prix de marché. Donc ça, c'est pour l'offre individuelle. L'offre individuelle est toujours une fonction de prix. Si pour la demande, c'est une fonction décroissante, l'offre est une fonction croissante. Donc, c'est un sens inverse. Le déterminant de l'offre, la première chose, c'est le prix d'un bien en question. Si le prix d'un bien X augmente, la quantité offerte de ce bien Q0 ou bien QO augmente et inversement. Par exemple, pour un producteur qui produit 2 biens, un bien, son prix reste constant,
et le deuxième bien, son prix augmente. Donc, il a intérêt, pour gagner plus, il a intérêt de produire le bien dont le prix augmente. Donc, pour un offreur, plus le prix augmente, plus la quantité offerte est importante. Il y a ce qu'on appelle les prix des autres biens. Ce sont les prix des biens substituts aux biens de production. Pour certains biens dits croisés, le prix d'un bien augmente, alors la quantité offerte de l'autre bien diminue et inversement. Le prix des facteurs aussi affecte l'offre d'un bien. Si les facteurs de production augmentent, la quantité offerte diminue. C'est-à-dire, si le salaire, par exemple, augmente, on n'aura pas la possibilité d'embaucher plus, donc on ne peut pas produire. Si le prix, par exemple, de l'électricité augmente, on ne peut pas produire plus, mais on produit moins. Ça, ce sont les prix des facteurs. Il y a aussi l'état de la technologie. Une amélioration de la technologie a un effet positif sur l'augmentation des quantités produites. Si, par exemple, au lieu de produire avec des engins sophistiqués, avec des engins qui sont très rudimentaires ou bien obsolètes, on utilise des engins qui sont technologiquement avancés, on aura une nette production ou bien une augmentation nette de la production. La quantité offerte, donc la loi de l'offre, là, l'offre c'est quoi? Ou bien la loi de l'offre, qu'est-ce que c'est? C'est une relation, bien c'est une fonction croissante du prix du bien en question. Donc c'est une relation entre l'offre et le prix. Si le prix augmente, l'offre augmente. À ce moment-là, on peut dégager qu'il s'agit d'une relation cette fois-ci croissante. Vous voyez la différence de la demande. L'offre est une fonction croissante. Qui dépend de quoi? Qui dépend du prix et de la quantité. Donc là, cette quantité-là, c'est la quantité offerte et non pas la quantité demandée. L'autre fois était la quantité demandée, mais là, c'est la quantité offerte. Donc, on aura une grande augmentation de l'offre par rapport au prix. L'offre globale, c'est comme on a fait pour la demande, c'est une somme des offres individuelles d'un bien. La même formule, mais cette fois-ci, on change que les N et le L au lieu de M. Au lieu de N, on met M. QO, c'est la somme des offres individuelles. L'offre individuelle, c'est QOI. Si j'ai par exemple deux offreurs, je vais faire par exemple l'offre 1 plus l'offre 2 est égale à l'offre globale. Deux situations sont possibles. La première situation, c'est les offres sont identiques. On fait simplement QO est égal à la somme du I allant de 1 à M de QOI. Avec, si les offres sont identiques, je vais avoir M fois QO. Je ferai évidemment une vidéo pour expliquer comment je calcule l'offre globale à partir des offres individuelles identiques. La détermination de l'offre globale dans le cas des fonctions de demande qui ne sont pas identiques, à ce moment-là, je vais avoir la fonction d'offre individuelle sont différentes. La fonction d'offre globale est déterminée en fonction des prix inférieurs de chaque produit. Là, en fait, on parle de prix inférieur et on ne parle pas de prix de réservation. Qu'est-ce que c'est le prix inférieur? Le prix inférieur est le prix le plus faible à partir duquel le producteur commence à produire. C'est ce qu'on appelle en cours de gestion le prix de revient, en quelque sorte. C'est le minimum, c'est le prix le plus faible à partir duquel on commence à produire. Donc là, en fait, on fait un calcul pour déterminer la fonction de demande d'offre globale. Je ferai évidemment une vidéo pour vous donner une idée sur la façon de calculer l'offre globale en fonction de cette méthode-là. L'équilibre du marché, en fait, c'est la confrontation entre l'offre et la demande. Je vais avoir offre égale, on a dit par exemple là, la quantité globalement demandée, QD, égale à QO. Si j'ai QD égale à QO, je peux déterminer directement un équilibre, E étoile. Cet équilibre-là, elle est déterminé par une quantité d'équilibre et un prix d'équilibre. Donc ça, c'est en fait comment on détermine le marché. Donc on a une fonction qui est égale à une fonction
à partir de ces deux fonctions, je vais faire apparaître une situation Q étoile, P étoile. Cette représentation de l'équilibre, ou bien l'équilibre s'il existe, elle est unique. Il ne peut pas être changé. Cette représentation vous donne une idée sur la représentation théorique de l'offre globale. Vous voyez ici l'offre globale et la demande globale avec une situation d'équilibre à ce niveau-là. Donc ça, c'est grosso modo une petite synthèse de ce que vous avez au niveau du premier chapitre. Maintenant, si vous avez des questions, je vais arrêter la présentation à ce niveau-là. Si vous avez des questions, je suis à disposition. Oui, je vous écoute. Des questions? Non, monsieur, ça va, mais il faut avoir des exemples pour comprendre les formules mathématiques. Oui, je vais vous préparer déjà des vidéos qui traitent de ces formules et je vais préparer évidemment un exemple corrigé où vous pouvez évidemment manipuler ou bien avoir une idée sur la façon de faire. D'accord, surtout, monsieur, pour les formules, parce qu'en fait, quand on voit les formules comme ça, juste avec des chiffres et tout, surtout pour les personnes qui ne sont pas vraiment très matheux, donc ce sera un peu difficile. Alors que si on a des exemples sous forme de chiffres, ce sera plus facile même pour comprendre le cours et faire les activités ou bien les exercices. Oui, ça sera fait, il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Juste, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport Non. façon générale? Moi, j'ai quelques remarques à faire au niveau du cours. Il ne faut jamais être sordide. Il faut jamais, il faut être réactif. Vous devez poser des questions. J'ai constaté que vous n'avez pas posé de questions jusqu'à présent. Je sais qu'il y a des difficultés, mais votre enseignant ou bien votre tuteur ne peut jamais bien comprendre où est la difficulté. Poser des questions sur les forums afin que je puisse en quelque sorte détecter ce que vous avez comme problème ou bien comme difficulté pour que je puisse évidemment vous donner les réponses nécessaires aux questions demandées. On est d'accord? N'hésitez jamais à poser des questions. N'hésitez jamais à poser des questions. C'est clair? Oui, c'est clair. Bien. Monsieur, Oui? pourriez-vous nous proposer un exercice? Je vais vous donner des exercices. Ne vous en faites pas. Je vais vous donner des exercices et vous allez avoir un exercice corrigé déjà et vous allez avoir une série de TD avec un certain nombre d'exercices. Parce que c'est lors des exercices qu'on affronte les difficultés. Oui, je comprends. Mais simplement, je n'ai pas voulu vous donner déjà directement des exercices avant la séance de regroupement. C'est mieux parce qu'on a mieux compris le cours, donc on va pouvoir faire les exercices. Absolument. Correctement, je l'espère. Absolument. C'est bon? On s'arrête à ce niveau-là? Oui, c'est bon, monsieur. Merci. Bien. Je vous remercie pour votre présence. J'espère que la séance vous a apporté une valeur ajoutée. Je reste à votre disposition. N'hésitez jamais à poser des questions. Je suis toujours avec vous. Si vous avez des difficultés, je suis là pour vous aider. D'accord. Merci. Merci, monsieur. Bonne journée. Bonjour. Au revoir. Au revoir.